Je vous propose qu'on reprenne pour la deuxième séquence qu'on a intitulée du genre en ville. Et cette séquence va être modérée par Lucie Birod, qui est donc ancienne élève du département de géographie de l'École normale supérieure de Paris, qui est diplômée de l'université Paris 1 et qui est aujourd'hui en thèse à l'université Paris-Est au sein du LabVIVA et qui va donc modérer cette session et présenter également son travail. Merci beaucoup Bérénice pour l'organisation de cette journée, pour nous avoir toutes invitées à cette session qui va donc se focaliser davantage sur les questions d'urbanisme. Je pense que ça va être assez intéressant de voir comment les études de genre en urbanisme, que ce soit dans la recherche ou dans la pratique, diffèrent déjà d'une autre discipline proche qui est l'architecture, parce qu'au final, une grande partie des études de genre en architecture se focalise beaucoup sur des figures pionnières, et alors en urbanisme, ce n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est dû aussi aux manières différentes de faire la culture professionnelle. Donc, nous, toutes les quatre, aujourd'hui, on va vous parler plutôt de l'aspect urbanistique du genre. On va se focaliser sur à la fois peut-être les usages genrés des espaces urbains, mais surtout sur les politiques publiques et les pratiques professionnelles. On va prendre des illustrations d'actions publiques et d'actions militantes. Vous allez voir qu'il y aura une forte couleur militante dans cette session, évidemment féministe. Voilà, donc ça va peut-être contraster un petit peu avec la session précédente. On répondra, je pense, à plusieurs questions qui se sont posées pendant cette première session, mais je vais tout de suite laisser la parole à Giulia Custodi, qui fait aussi une thèse en urbanisme sur les questions de genre, qui a une formation d'architecte au départ, mais qui travaille davantage sur la politique publique. Elle va nous faire un diaporama de politique à l'échelle européenne, mais je vais la laisser se présenter toute seule. Merci Lucille, et bonjour à toutes et à tous, et merci. Donc vous avez lu l'introduction et la petite biographie, et c'est justement à partir de soi que je voudrais commencer, parce que pour moi, loin d'être une vérité autoréférentielle pour frimer, le principe de partir de soi-même, de se situer dans un contexte, est pour moi une pratique davantage féministe plutôt qu'intellectuelle, qui sert à partager un cheminement, une errance dans mon cas, dans le double sens des errés et des erreurs, parce que effectivement je me suis formée à la profession d'architecte à Rome pour ensuite le considérer une erreur, et donc errer aux avantages, m'éloigner aux avantages des expériences plus artistiques et performatives que j'ai fait dans l'espace urbain à Rome ou à Lille à travers la dérive urbaine et situationniste. Et aujourd'hui, ma recherche de thèse, effectivement, porte sur le croisement entre architecture urbaine, études de genre et représentation esthétique. Et donc, je pars de ma formation d'architecte, sans personnage féminin de référence à l'école d'archi de Rome, constamment remise à sa place présumée dans l'injonction à une conception féminine qui se contrastait systématiquement avec apparemment de projets durs, parce que c'est lors d'un commentaire sur les caractères très masculins de mes projets, un contraste avec mon sourire lors d'une session des examens, que j'ai commencé à me questionner justement sur cette idée, et c'est très très ancré dans le milieu culturel dans lequel je m'ai trouvée, sur cette opposition presque mythique, symbolique, archétypique entre le masculin et le féminin. Donc je voulais comprendre pourquoi. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est le livre qui m'a marqué le plus à cette époque, c'était Sexuality in Space, m'a beaucoup aidé à sortir de celle qui, ensuite, j'aurais appris à identifier comme une impasse essentialiste dans l'esthétique et l'architecture, et que c'est une impasse qui, à mon avis, il y a encore beaucoup en architecture. Et donc, dans ces livres, sort l'opposition entre l'espace du dedans, l'espace donc féminin, full of care, careful, donc attentionné, et l'espace du dehors, et l'espace carefree, masculin.
Donc je me suis concentrée justement sur l'espace public parce qu'à mes yeux c'était là qui s'est joué dès les premières revendications féministes toute l'importance de la prise de place, de la prise d'espace et de la relation entre représentation politique et représentation spatiale qui est à mon sens et pour mes études restée quand même une relation très esthétique. Donc à ces moments-là que j'ai donc pensé à faire une recherche cartographique sur des projets et des approches urbains liés aux femmes, au mouvement des femmes, féministes, au rapport des genres et queer. Alors, je n'ai pas encore trouvé des urbanismes queer, hein, je suis partante si quelqu'un en connaît. Et donc, la cartographie, hein, je ne sais pas s'il y en a, et je ne sais même pas si c'est souhaitable pour la nature après très normée de l'urbanisme. On verra ça. Ouais. Il faut déconstruire. Voilà, on verra ça. Et donc, pour vous dire un peu la méthodologie que je vous montre dans cette cartographie, c'est un work in progress, c'est incomplète. J'utilise une dérive exploratoire, disons que je pars comme les entretiens effet boule de neige, je pars d'un point de départ aléatoire et le point d'arrivée n'existe même pas parce que c'est un processus, c'est un cheminement qui contient l'information et la formation à ces questions. Et je veux aussi dire que je suis en train de créer, avec beaucoup de difficultés, comme je ne suis pas cartographe ni géographe, une cartographie online sur Mapbox, qui c'est un logiciel open source, et dont j'aimerais pouvoir partager donc, le caractère de partage, de mise en réseau et de donc, échange qui peut se créer avec ce type de logiciel open source. Donc voilà, je commence par Vienne, qui est effectivement un des cas les plus structurés d'urbanisme genré. On parle pour Vienne d'un urbanisme top-down qui a commencé dans les années 1990 et qui ensuite donc, dure jusqu'à aujourd'hui avec des projets urbains, qui est le premier, juste pour citer, le premier projet urbain de social housing qui a eu lieu à Vienne. Ça a été vraiment un point de rupture assez fort parce que c'était un appel à projet ouvert seulement à des architectes femmes. Donc ça aussi a créé des débats, polémiques, etc. Alors à savoir qu'avant ce type de appel à projet, il n'y avait aucune femme avant, n'avait jamais été invitée dans ce type de projet. Donc voilà, à l'époque c'était quand même important, bien que ça reste dans les projets de Vienne, on remarque encore beaucoup de binarisme entre d'un côté les femmes et d'un côté les hommes. Alors qu'aujourd'hui, ils essayent quand même de sortir de ce binarisme pour parler des rôles sociaux liés au genre. Et donc, voilà, je vais juste dire sur les espaces publics, dans les années suivantes, non seulement le social housing, mais aussi espace public et analyse de quartiers urbains dans un point de vue genré. Donc, par exemple, sur le parc public, il y a eu la mise en évidence de l'appropriation des espaces par des groupes dominants, un peu dans les mêmes principes d'exclusion et de marginalisation qui ont été mis en lumière par les travaux sur les cours d'école français d'Edith Maréjoul, pour qui connaît ces travaux. Ensuite, l'analyse genrée du district Maria-Hilf, qui a été une analyse d'acupuncture urbaine, donc vraiment très très attentif aux points, aux carrefours et aux passages piétons, etc. Alors, d'un côté, ce projet a été aussi critiqué parce qu'il a été mis en avant les objectifs de marketing et de gentrification de cette approche-là, parce que c'est un quartier très proche du centre-ville et que de l'autre côté, il y a aussi la gare, une des gares de Vienne. Donc, voilà. Oui, un discours sur les genres, mais un discours aussi peut-être utile, fonctionnel à un certain développement du centre-ville de Vienne.
pour conclure sur Vienne, alors je vais souligner que ce qui est important à remarquer, à part le gender mainstreaming et le binarisme qui caractérise beaucoup cette expérience, il y a aussi, à mon avis, un principe d'intersectionnalité parce que on lit souvent dans le manuel le rapport entre les sexes et entre les tranches d'âge aussi. Donc, c'est, à mon avis, un début de penser l'espace public de façon intersectionnelle plutôt que seulement genrée. Et donc, c'est sur l'intersectionnalité que j'aimerais continuer avec un exemple que j'ai découvert récemment dans le cadre d'autoproclamé urbanisme féministe à Stockholm, qui c'est la capitale d'une nation qui se autoproclame premier gouvernement féministe du monde. Et il s'agit dans ces cas d'un projet de renouvellement urbain dans les quartiers de Husby, qui est un quartier qui a été connu pour avoir été le berceau des émeutes en 2013, qui était à caractère racial. Et donc en 2015, il y a ce projet participatif de renouvellement urbain autoproclamé féministe. Donc les cibles étaient les femmes de quartier et l'objectif était de faire des workshops avec les femmes des quartiers pendant les printemps 2015-2016. Alors, j'ai trouvé un article scientifique dans ce livre Architecture and Feminism et qui est de la chercheuse Maria Arlemo, Feminisms in Conflict, qui a été une chercheuse qui a participé à ce projet-là. Et je cite, quels féminismes ont été exprimés, incarnés et pratiqués dans l'initiative de l'urbanisme féministe entre les printemps 2015 et les printemps 2016 ? Une perspective féministe spécifique est venue dominer la série d'ateliers et les événements qui l'entourent. Les perspectives féministes, qui, selon mes dires, est devenue dominante, est axée sur l'oppression perçue des femmes de Husby par les hommes musulmans. Le problème que je vais aborder concerne la manière dont les membres de la direction du projet, des femmes blanches des classes moyennes, ont défendu cette perspective. Comme je l'expliquerai ci-dessus, les responsables du projet ont accordé du temps, de l'attention et des encouragements aux expériences d'oppression par des hommes musulmans décrites par les femmes de Husby, tandis que d'autres récits, souvent plus pertinents sur les plans de la transformation urbaine, ont été négligés ou même réduits au silence. Donc, dans ce chapitre de ce livre, nous sommes face à une critique intersectionnelle de l'application féministe en urbanisme qui met en question l'utilisation d'un processus de participation démocratique qui semble être une façade, qui ne donne pas un réel pouvoir aux citoyennes, mais qui instrumentalise pour des objectifs apparemment politiques décidés a priori, dans ce cas l'attaque aux hommes musulmans de la périphérie de Stockholm. Donc, par la suite, dans cet article, nous apprenons que les groupes des jeunes femmes, qu'il y avait des groupes des jeunes femmes actives dans ce quartier, Meuf de Roux, qui c'était des jeunes femmes, et un autre groupe de femmes plus âgées qui étaient actives. Et finalement, la chercheuse qui a participé à tous les workshops dit que leurs questionnements, leurs propositions n'ont pas été écoutées, n'ont pas été entendues, et que finalement, les seules femmes qui au fur et à mesure que les autres abandonnaient les workshops parce qu'elles n'y allaient plus à un moment, sont restées des femmes blanches qui n'étaient pas directement impliquées dans la politique du quartier et que finalement les résultats le plus visibles de ce événement ont été des installations de tricotage dans l'espace public. Voilà. Donc, si vous voulez, les critiques sont fortes à cet égard, et dans les articles de presse et dans les articles scientifiques. On parle d'islamophobie, d'insouciance envers les associations des femmes du quartier. On parle d'une critique d'une participation fausse. Et dans l'article scientifique, Maria Arlemo parle aussi d'approches universalistes, de féminisme hégémonique et de hiérarchie parmi les différentes perspectives féministes. Voilà, donc... Ensuite, on passe à Berlin, et qui est aussi un type d'approche genrée qui fait de l'urbanisme top-down. Donc, on a en 2011 un manuel sur la planification genrée que je vous propose parce qu'effectivement, dans les chapitres de ces livres, il y a aussi des questions critiques sur le mainstreaming. Donc ça, c'est une publication officielle de Berlin. Et on peut voir que quand même, on assume la contradiction qui
semble ressortir entre le fait d'être engagée en tant que féministe, le fait de faire en tant que théoricienne et chercheuse des études des genres, et le fait de travailler sur le gender mainstreaming qui quand même pose pour sa propre nature utile, opérationnel, des problèmes et des contradictions et des contrastes avec la théorie ou les approches plus militantes. Et donc voilà, Berlin aussi, c'est depuis 2002 qui a des projets pilotes sur les genres dans la ville. Ils disent qu'il y en a 50 dans le logement social, espace public et quartier. Je ne les ai pas encore du tout cartographiés, je ne suis pas encore du tout allée dedans, donc je passe vite et je passe dans le milieu plus de la Méditerranée, donc les expériences de Barcelone. C'est depuis 2005 qu'à Barcelone existe un collectif qui s'appelle Collectif Ponsis, intéressé à la planification urbaine genrée. Et donc la nature de ce collectif, les travaux qu'elle fait, qui sont des travaux de facilitation, de communication, sensibilisation et accompagnement de projets urbains, ayant un peu suivi le travail et qui sert apparemment un travail de chercheuse et activiste, moi je le définis plutôt comme de la militance urbaine de nature féministe et qui actuellement produit un impact sur les médias, de façon graduelle s'élargit aussi à d'autres villes espagnoles, Madrid ou Valencia, mais je le différencie par rapport à une terminologie comme celle de politique urbaine genrée, parce que ce qui me semble important, c'est que le point à éclairer est la dimension engagée des personnes impliquées, qui sont étrangères au départ au milieu institutionnel et que agissent aussi de manière, disons, bottom-up donc, et spontanée, donc après peuvent intéresser les administrations. C'est un peu le militance qu'on peut trouver peut-être aussi dans les travaux des gens de la ville et dans d'autres associations. Et toujours sur le travail de Barcelone, au sein des actions qu'on peut interpréter comme de l'activiste, je voudrais mentionner très vite l'urbanisme, un cas d'urbanisme interprété a posteriori comme genré, car la présence des femmes a été particulièrement élevée. Donc c'était un article paru dans la revue Cities en 2004, Urban Planning, Gender and the Use of Public Space in a Peripheral Neighborhood of Barcelone. Maria Dolor Garcia Ramon, Arna Ortiz et Maria Prats, ces trois chercheuses, font ressortir que la présence des femmes dans ce quartier a été déterminante pour le projet urbain de renouvellement du quartier. Donc, elles ont dit que c'était un projet, elles disent que c'était un projet de participation dans lequel les techniciens et les architectes ont été très attentifs aux demandes des associations de quartier. Et les chercheuses constatent qu'à l'époque, les associations étaient créées presque exclusivement par les femmes du quartier. Donc, généralement, c'était des femmes au foyer qui avaient plus de disponibilité de leur mari à aller à ces réunions de participation. Donc, je cite, le succès de ce projet serait dû à l'engagement de ces ménagères urbaines qui ont indiqué aux architectes les bons et les mauvais choix, exprimant leurs besoins sans oublier ceux des enfants et des personnes âgées. Donc là aussi, on peut voir qu'il s'agit d'une interprétation d'un processus historique et d'une mise en valeur, bien que biaisée par cette idée un peu mythique de la femme au foyer, d'une valeur peu étudiée en matière de participation. Donc la quantité des femmes qui sont effectivement présentes dans la participation. Et ça, j'aimerais... Ouais, ça, c'est le nom de la rue Julia. Du quartier. Et cette composante, j'aimerais la mettre en évidence aussi dans les cas italiens, dont je ne vous parlerai pas vraiment parce que je n'ai pas le temps. Mais je vais juste dire qu'il y a dans le cas italien une présence du féminisme diffus et vraiment historique tout au long des démarches d'urbanistes, sauf que ce n'est pas revendiqué. Donc il y a des urbanistes femmes, il y a des féministes qui travaillent pour des projets urbains, qui travaillent pour des lois urbaines, qui ont fait aussi l'histoire de l'urbanisme en Italie, mais qui n'ont jamais en fait revendiqué leur militance, leur parcours, leur histoire, disons, d'où ça vient.
donc cette attention, ce type d'engagement. Après, pour aujourd'hui, juste donc dans les cas italiens, en tout cas, il y a une superposition effectivement entre urbanisme féminin, féministe et des genres. Et il y a encore un marqué binarisme. Il n'y a pas du tout du mainstreaming, il n'y a pas du tout de mouvement politique sur l'Italie. Et en plus, aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Et donc l'actualité italienne, qui n'est pas marquée par cette approche institutionnelle, elle est au contraire très marquée par un réseau indépendant, militant et activiste qui se présente dans l'espace public sous forme de manifestations, des actions militantes et aussi d'occupations illégales, avec le Non Adimino par exemple. Toujours dans la lignée du militantisme urbain, mais plus structuré parce qu'on est à Londres, des expériences de groupes féministes comme Matrix Feminist Design, MAF, qui est encore actif aujourd'hui, ou Women's Design Services Project, qui sont des groupes qui proposent une architecture du processus qui s'éloigne de la logique du profit et du projet en tant qu'objet et produit du néolibéral, et qui donc travaillent dans des structures non hiérarchiques avec un travail collaboratif, coopératif. Avec des féminismes parfois ouvertement ouverts ou parfois moins ouverts, comme c'est dans le cas de MAF. Du point de vue plus institutionnel, je suis allée rechercher si on parlait de gender mainstreaming, et je n'ai pas trouvé, peut-être qu'après il y a quelqu'un qui peut me dire s'il y en a, mais je n'ai pas trouvé de véritable manuel de gender mainstreaming au Royaume-Uni. J'ai trouvé juste un guide du Royal Town Planning Institute en 2003 sur le gender and planning, c'est important, à mon avis, qu'il ne parle pas plus beaucoup de mainstreaming, mais plus de gender sensitive approach. Et là aussi, c'est le premier cas où j'ai rencontré une sensibilité non-binaire, on va dire, dans le network that supports lesbian, gay, bisexual and transgender professionals in the public sector. Après, pour Paris, aussi, là, je pourrais estimer parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur Paris. Je vais en parler. Et Lucille va en parler. Donc je vais simplement dire que c'est en 2014 qu'il commence un peu à avoir une série d'initiatives plus structurées, bien que voilà, Lucille justement nous dit qu'il y a eu des réflexions sur des femmes dans le passé qui semblent oubliées aujourd'hui. Et donc, je vais juste citer qu'en 2016, il a sorti le guide référentiel et que toujours la même année est sorti cet appel à projet des Réinventons nos places, et c'est un des cas d'études, alors là, vraiment un des plus importants de ma thèse, dont je ne vais pas vous parler non plus, que, disons, pour lequel j'ai mené beaucoup d'entretiens, et que je pourrais définir parfois comme d'un féminisme inconscient ou d'une ignorance de féminisme par les divers collectifs d'architecture qui travaillent dans ces projets. Par contre aussi, de l'autre côté, un côté positif, un engagement que je pourrais définir intersectionnel, parce qu'il y a une attention vers les genres, la classe, la race, les âges, dans un certain urbanisme, surtout les urbanismes des collectifs, mais qu'il fait court-circuit, ne parle pas avec le féminisme. Donc voilà, ils ne savent pas qu'ils font à peu près la même chose. Bon, je voudrais juste, voilà, à Paris, Genreville, Féminicité, Womenability ou Memo, il y a plein d'associations qui font aussi de la militance urbaine. Donc, pour Paris, on peut parler des politiques urbaines, des militances, d'urbanisme participatif aussi. Et cela, je peux dire que dans cette recherche un peu en Europe, les approches que j'ai trouvées et genrées dans l'espace sont
d'un côté l'approche de l'urbanisme genré, qui peut se distinguer à la fois un urbanisme top-down, comme c'est le cas de Vienne, de Stockholm ou Berlin, et un urbanisme participé ou collaboratif, qui c'est plutôt le cas de Paris, mais on va voir parce que c'est un work in progress là aussi. Après, des approches de militance urbaine de la part de groupes féministes, des associations et d'autres sujets actifs qui font de l'activisme dans la transformation de la ville en partant du social. Et ensuite, une approche plus large de politiques urbaines genrées qui passe par la sensibilisation, la communication inclusive et jusqu'à la recherche-action. Donc, je vous propose des termes de lexique qui me semblent importants parce qu'ils sont aussi des termes contradictoires parfois et qui provoquent des... Et je vais les terminer là, et qui provoquent des débats. Et c'est effectivement le mainstreaming. Moi, je trouve que c'est vraiment le terme mainstreaming là qui porte le plus de difficultés et des contradictions et des conflits aussi entre féminismes. Parce que même dans Google Translate, quand je tape mainstreaming, la traduction c'est courant dominant. Donc, si on veut parler d'un urbanisme féministe, peut-être qu'on devrait sortir de ce type de schéma et donc aussi des normes techniques liées au sens traditionnel du terme. Moi, je me référencie à des normes antitechniques ou à des normes ou des antinormes techniques ou à des anarchies techniques ou des techniques anarchistes pour faire l'architecture et l'urbanisme. Et donc, j'aimerais vous terminer un discours qui ne se conclut pas, en tout cas parce que le genre, c'est un devenir continu, avec la terminologie féministe du groupe Non Nadimeno italien, qui me semble plus précis à cet égard. Et je pense que dans les domaines de la planification urbaine, nous devrions également parler, comme le font les militantes, d'états d'agitation permanente, plutôt que des mainstream, car il s'agit d'un processus non dominant, inclusif et inachevé et inachevable. Comme je disais, les genres évoluent toujours et son évolution est imprévisible et c'est ça qui agace la planification urbaine, son imprévisibilité. Donc, au lieu de se demander s'il y a une architecture ou un urbanisme genré ou féminin, je vous propose de nous questionner si on apprendra à vivre avec une contradiction permanente et si c'est ça peut-être la contribution plus importante que le féminisme peut faire à la planification urbaine. Merci. Merci beaucoup Julia, tu peux respirer maintenant. Je pense que tous les points que tu viens de soulever à la fin de ta présentation vont beaucoup résonner avec l'approche et les réflexions de Chris Blage, donc, qui est au bout de la table, et à son côté Pascale Lapalu, qui sont toutes les deux cofondatrices de la plateforme de réflexion et d'action Genre et Ville, qui est au carrefour du militantisme, de la recherche et de l'opérationnel, concrètement. Et puis vous avez une actualité brûlante en ce moment avec tout un tas de projets hyper intéressants. Mais aujourd'hui, c'est peut-être une réflexion un peu plus théorique que vous allez nous proposer. Alors, c'est vrai que Genre et Ville, on l'a fondé en 2012, mais on l'a fondé pour travailler professionnellement sur ces questions, mais on l'a fondé aussi parce qu'on était, et Pascal et moi, membres du groupe d'action féministe de la Barbe. Et c'est pas du tout anodin que de prononcer cette chose-là, c'est que la Barbe a aussi, nous a non seulement motivés, mais nous a accompagnés, nous accompagne encore dans notre réflexion. Je voudrais passer tout de suite sur le sujet. Alors, l'égalité de genre devient compétence de l'urbanisme, oui, et de l'architecture, mais comprendre où ça bloque. Et nous, on se rend compte que partout où on passe, quand on va dans les villes, on est désactivé d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on nous demande de rentrer dans le rang, on nous demande de faire du mainstreaming, c'est-à-dire d'une certaine manière de se plier. Et ça, c'est encore quand on est reconnu comme pouvant avoir une action. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va nous dire, écoutez, cette question de genre ou cette question d'inégalité, elle n'existe pas, puisque en tant que professionnels, nous faisons la ville et les territoires pour tout le monde. Sauf que ce pour tout le monde, en fait, est irréel. On le sait, la ville est faite par et pour les hommes. C'est une question de construction
historique, social, et c'est à partir de ces éléments-là que nous avons travaillé, c'est-à-dire d'une façon dont les espaces se sont façonnés, autant les espaces privés que les espaces publics, ça a été abordé à propos des espaces fonctionnels, comme les cuisines notamment, ce matin. Et donc ces espaces ont été construits d'une certaine façon, je ne vais pas revenir dessus maintenant. Ce qui est important surtout de retenir, c'est que aujourd'hui on voit que ça bloque, et nous on cherche à essayer d'enlever ce sable qui est dans les rouages et qui fait qu'on pourrait passer à autre chose. Et changer ces rouages, avancer, c'est aborder finalement les questions de façon féministe, ça a été dit, d'un féminisme intersectionnel, encore une fois, c'est-à-dire qui va prendre en compte de façon très transversale toutes les questions, c'est-à-dire les questions sociales, les questions raciales, les questions... Alors je mets des guillemets sur racial, puisque nous sommes une seule race, bien entendu, mais sur la façon dont ça peut être interprété, sur tout ce qui peut être les questions LGBT, les questions d'identité, ça peut aborder aussi les questions de grossophobie, toutes ces questions de discrimination et de corps dans l'espace, que nous voulons aborder de façon féministe. On a voulu utiliser cette image qui nous paraît extrêmement intéressante. C'est un travail d'Anna Alprin qui vit toujours d'ailleurs, qui est une artiste, chorégraphe et qui a beaucoup bousculé le monde de l'art de façon militante, activiste. Cette œuvre, elle a été reprise par Anne Collot, ça c'était au Centre Pompidou en 2016. Et ce qui était très intéressant avec ce travail, ce travail-là en particulier n'était pas un travail féministe, il avait été monté pour la première fois en 1967, au moment de la guerre du Vietnam. Et donc, c'était un défilé dans la ville, avec des panneaux vides, et ils étaient censés susciter la question. C'est-à-dire que les personnes disaient, mais en fait, vous défilez pourquoi? Et la réponse c'était, mais pourquoi voudriez-vous que l'on milite? Et donc, ils recueillaient comme ça un certain nombre de réponses potentielles pour traduire, en fait, ce que serait, si on reprend une approche bottom-up, ce que serait militer pour quelque chose, quelles sont les choses pour lesquelles on devrait se battre. Et nous, c'est la question qu'on pose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voudrait changer et comment est-ce qu'on peut changer les choses. Et cette approche féministe, elle est importante. Pourquoi? Parce que, à ce jour, quand nous traitons des questions de droits des femmes ou de questions d'égalité, notamment dans l'espace public ou dans l'espace privé, finalement, on a beaucoup de mal à sortir du cadre, c'est-à-dire qu'on nous remet dans le cadre patriarcal. Ce qui fait qu'au final, on est dans un ordre qui est très paternaliste, on a affaire pour. Et la façon la plus emblématique de s'en rendre compte, c'est que si on parle d'égalité salariale, on voit que ça, finalement, on en parle beaucoup, mais ça intéresse assez peu de monde. Si on parle d'accès au pouvoir, on en parle aussi, mais ça intéresse assez peu de monde, et notamment les sphères masculines, qui n'ont pas très envie de lâcher leurs privilèges. Par contre, là où les hommes sont toujours très actifs, c'est pour dire qu'il faut défendre les droits des femmes, c'est-à-dire en termes de violence dans l'espace public. Tout d'un coup, là, il y a une sorte de focale où tout le monde est en alerte. Il faut aller sauver les femmes dans l'espace public. Et alors, c'est là où je reviens aussi sur le discours de Julia, c'est-à-dire qu'on ne défend pas n'importe quelle femme dans n'importe quel espace public. On est bien d'accord. Donc on voit bien que le discours est biaisé et que l'on n'est pas dans un discours qui est en train de travailler la question de l'égalité, mais qu'on est dans un discours qui est contraint à l'intérieur du système patriarcal. Donc pourquoi le féminisme? C'est revenir aux fondamentaux qui ont été posés déjà il y a longtemps, les années 60 et 70, notamment par Monique Wittig, qui, quand elle a fait le postulat de dire que nous étions dans une société qui était hétérosexuelle, et donc qui créait des groupes de façon qui naturalisait d'une certaine façon la question des femmes et des hommes, créait deux groupes qui étaient deux groupes étanches, hiérarchisés de surcroît, le 1 et 2 de la sécurité sociale, on est la façon emblématique d'en faire la démonstration. Donc deux groupes hiérarchisés, et donc le seul moyen de sortir, de pouvoir avancer à l'intérieur d'un groupe, c'est-à-dire que si vous êtes le groupe dominé à l'intérieur d'un système, c'est extrêmement difficile de lutter, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va pouvoir peut-être avancer de façon incrémentale, et là on voit, quand on fait des projections par exemple sur la parité, on voit très bien que ça peut prendre peut-être parfois des siècles pour arriver, soit on reste comme ça, soit on en sort. Et donc elle a dit, donc les lesbiennes, dans la pensée straight, les lesbiennes ne sont pas des femmes. En se sortant du système, on reconstruit, donc on sort du cadre. Donc la proposition que nous faisons à Jean Réville et que nous portons en permanence, c'est cette sortie du cadre.
C'est-à-dire, comment est-ce qu'on repense les choses? Si on doit penser ces fameuses histoires par exemple, de sentiment d'insécurité dans l'espace public, on revisite toutes ces questions-là et on cherche tous les agendas cachés derrière. Pourquoi on va se servir des femmes pour mettre de l'ordre dans l'espace public, par exemple? Eh bien, souvent, la plupart du temps, si on fait ça, c'est parce que on les remet dans cet ordre social, rôle qui leur a été confié au XVIIIe et XIXe siècle, de contrôle de l'ordre privé. Et là, c'est une sorte de translation dans l'espace public où on va les remettre en contrôle de l'espace public, mais de la même manière dans le contrôle social. Donc, on les laisse bien normativement dans cette sphère-là. Alors, je peux passer la parole à Pascal sur ces sujets. Non, je n'ai pas tout dit, loin de là. J'ai juste remis cette introduction pour rappeler à quel point il faut être politique. On ne peut pas être des urbanistes ou des architectes et faire avancer les choses sans être politique. Et politique, je ne suis pas en train de parler de couleur politique, mais d'engagement. Et nous qui avons travaillé notamment sur les 7 places, on s'en est rendu compte, c'est-à-dire que sur la place du Panthéon notamment, il fallait qu'on rappelle en permanence que nous n'étions pas simplement des urbanistes, ce qui est aussi notre métier, ou des anthropologues urbains, mais que nous étions des activistes et que cette fonction-là était nécessaire pour faire changer les choses. Oui, merci. Bon, je vois que toutes les deux, vous avez un rythme bien rapide. J'espère que vous suivez. Parce que c'est vrai que bon, les concepts viennent et vont très vite et sont effectivement extrêmement complexes. La question qu'on se pose, effectivement, c'est le féminisme, on a peur qu'il soit soluble, en fait, dans l'urbanisme ou dans l'architecture. Et ça, on vient de le démontrer, Julia comme Chris, c'est vraiment impossible. Donc, revenir un peu sur ce terme, quand on dit, pour faire vite, la ville est faite par et pour les hommes, souvent on nous renvoie à vous exagérer, et on l'a dit déjà ce matin, il y a de plus en plus de femmes qui sont architectes et qui dirigent des agences. On en voit aussi dans les services qui dirigent des services comme des services de voirie, des services d'architecture ou d'urbanisme. Il y a les femmes ABF, voilà, elles sont présentes, c'est vrai. Mais quand on dit que la ville est faite par et pour les hommes, c'est aussi reprendre ce fameux regard pour voir un petit peu que l'architecture, tout comme l'urbanisme, ce ne sont pas que des professions qui sont devenues technocratiques. J'ai l'âge maintenant d'être passé et avoir eu la chance d'être passé dans une époque où dans les écoles d'urbanisme on faisait beaucoup de sociologie. On travaillait beaucoup sur des références de Guy Debord, on faisait cette démarche d'errance des situationnistes et on a beaucoup appris en se baladant la nuit, en ayant peur, voilà, et en déroulant un certain nombre de choses que je vois moins aujourd'hui parce que les références technologiques et techniques sont telles qu'on dit on n'a pas le temps de faire le reste. Mais on en oublie le cœur de notre travail. Et c'est pour ça que c'est important de revenir dessus. Et c'est de dire qu'on ne peut pas, dans nos professions, se détacher du contexte. C'est-à-dire du contexte de production d'une société, c'est-à-dire la culture, l'économie, la politique, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi un deuxième élément qui est le contexte de l'usage. On parle beaucoup de maîtrise d'usage et on va effectivement faire de la concertation aujourd'hui pour recueillir toutes ces paroles. Mais est-ce qu'on fait effectivement quelque chose qui est de l'urbanisme ou de l'architecture down-top? C'est-à-dire qu'en général, on connaît effectivement tous les éléments labyrinthiques par lesquels il faut passer, y compris le temps qui ne nous est jamais dévolu pour travailler correctement avec les femmes et les hommes sur le terrain. Donc ce contexte d'usage est quand même très important. On ne parle pas assez de la représentation symbolique aussi. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on fait la ville de demain? Parce qu'on ne fait pas la ville pour aujourd'hui, on fait la ville pour demain. Donc il faut prendre en compte les éléments d'aujourd'hui pour préfigurer le demain. Et puis on oublie aussi souvent, quand on parle d'urbanisme ou d'architecture et de la ville faite par et pour les hommes, on oublie les groupes d'intérêt, on oublie les lobbies, on oublie qu'est-ce qui s'est joué au niveau de la reconstruction. Ce matin on a parlé
effectivement des ministres de la reconstruction, on a parlé d'architectes modernistes et de leur rôle dans la production même de la typologie de la ville, avec les unités d'habitation, tout ce que ça vient aussi mettre derrière. Et on n'a pas parlé des lobbies et des décisions qui ont été prises dans ces années-là, du tout béton, du tout voiture, du tout bitume, et aussi du tout fonctionnel. On a parlé, on a vu les cuisines fonctionnelles, mais l'ensemble de notre vie a été effectivement normé à travers ça. Et à travers ça, effectivement, si on a une lecture genrée, on s'aperçoit que le type 4, tout comme le 1 et le 2 de la sécurité sociale, instauré après-guerre, conditionne complètement notre façon de vivre, une façon d'approcher la ville, d'approcher le bâtiment. Donc ça, c'est très intéressant parce que, effectivement, se reposer ces questions-là, c'est effectivement rendre le féminisme présent. Parce que comment s'en sortir, enfin Chris et Julia l'ont bien dit, et je ne vais pas revenir là-dessus, l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, on peut la refaire aussi, et on peut essayer d'aller plus loin que de relire le 19e siècle et la séparation de la sphère privée et de la sphère publique. Tous les courants d'architecture qui viennent après, le modernisme, le postmodernisme, le soi-disant éclatement de notre société en une société spectacle. Je vous mets quand même la place des femmes toujours au même endroit, c'est-à-dire qu'elles sont toujours celles qui tiennent en fin de compte l'élément fort du capitalisme, c'est-à-dire la consommation. Nous sommes acceptés dans l'espace public parce que nous sommes des consommatrices. Donc voilà, je vous renvoie un petit peu à tout ça. Et bien sûr, nous tenons ce rôle on parlait tout à l'heure Julia disait les ménagères urbaines, voilà, il y a les ménagères de plus de 50 ans, mais les ménagères urbaines, elles sont toujours là. Et quand on fait le projet, eh bien effectivement, on fait du square, on fait des espaces publics, et on va toujours interviewer les mamans à la sortie des écoles pour savoir quels sont leurs besoins. Donc je vous renvoie à tous ces clichés, tous ces termes que quand on est effectivement dans la profession, on utilise et on oublie, mais on véhicule, nous les premières, toujours la même chose. Donc voilà, c'est pourquoi cette remise en cause des normes, c'est aussi de pouvoir ouvrir quelque chose qui est peut-être plus propre à l'urbanisme qu'à l'architecture, quoique on vient nous souvent gratter du côté de l'architecture, c'est la même chose, c'est la notion de croiser de l'espace et du pouvoir. Car s'approprier un espace et l'utiliser, c'est aussi voir en creux la non-appropriation et le non-usage. Et je vous renvoie effectivement aux hommes qui s'approprient l'espace public et l'espace privé aussi, et parce qu'ils en sont ceux qui peuvent effectivement manifester leur domination en allant jusqu'à tuer leur compagne, donc c'est très fort. Et puis en creux aussi le fait que les femmes ne s'approprient pas l'espace public. Tout simplement, ça nous fait glisser vers le thème de la légitimité. Avons-nous la légitimité à être dans l'espace public? Et donc, comme l'espace est un pouvoir, et comme nous n'avons pas la légitimité, il s'agit de reprendre effectivement, de s'interroger sur sa place, quel est notre sentiment d'être dans l'espace, quelle place nous devons avoir, et pour avoir des espaces qui sont non sexo-spécifiques, des lieux qui ne sont pas appropriés ou appropriables par l'un ou par l'autre, et j'ai envie de dire par les uns et les autres, et les unes et les autres, dans le sens le plus large possible de nos identités. Et je terminerai tranquillement en citant, j'ai relu aussi, comme toi, j'allais dire les classiques anglais-américains écrits par les femmes dans les années 70, 80 et plus tard. Et Doreen Massey, dans Space, Place and Gender, raconte deux choses qui sont, à mon avis, qui illustrent bien nos propos. La première chose, c'est sa vision quand elle est petite fille et qu'elle part un samedi après-midi avec ses parents en ville. Donc ils prennent la grosse voiture américaine et elle voit défiler le paysage. Au début, c'est des paysages de nature, sauvages plus ou moins, des fermes.
Et puis d'un seul coup, on rentre en ville. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des stades de foot qui sont remplis de petits garçons, de jeunes hommes, d'hommes. Et une pensée vient à elle en disant « mais je suis dans un autre monde ». Donc ça, c'est aussi intéressant, ça ouvre sur notre regard situé dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est, elle cite un peu plus tard une expérience très forte pour elle aussi, que je trouve être une expérience de mise en abîme dans laquelle on peut se retrouver pour peu qu'on veuille effectivement sortir du cadre et se décaler. Elle est dans un musée avec 2 amis garçons et elle visite une expo de peinture et tous les tableaux sont des nus. Et au bout d'un moment, elle se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de regarder des tableaux de femmes, je suis femme, et ce que je vois, c'est une vision de femme vue à travers le regard des peintres, qui sont des peintres hommes. Donc quelle est ma vision des femmes et quelle est ma vision du regard des hommes portés sur les femmes? Donc cette espèce de réflexivité, de miroir et du coup d'abîme, parce que à travers ça, c'est de voir aussi, c'est de se rendre compte combien on est aussi responsable par notre posture et qu'on oublie souvent, qu'on est vectrice aussi nous-mêmes en tant que femmes de reproduction de ces schémas, de ces stéréotypes, et qu'il faut souvent faire un très gros travail pour s'intéresser, pour remettre ces mises en abîme et se renvoyer à nous-mêmes notre propre rôle. Et donc cette importance d'être féministe dans nos travaux. Je voudrais juste rajouter en conclusion, puis faire ce relais avec cette mise en abîme aussi, c'est de citer Chimamanda Ngozi Adichie qui, dans son travail, ce qu'elle qualifie de remise en cause du discours unique, ou de la pensée unique, relate le fait que, donc elle est nigériane, et quand elle était petite, elle écrivait déjà, et donc c'est une écrivaine, elle écrivait déjà, et elle écrivait des textes où toutes les petites filles et les petits garçons étaient blonds, jouaient dans la neige, et en fait c'est parce que quand elle allait à l'école, elle était à l'école internationale, et dans la bibliothèque il n'y avait que des livres écrits par des blanches ou des blancs. Et donc pour elle, il semblait invraisemblable d'écrire une autre histoire qu'une histoire de blanche et de blanc pour pouvoir être reconnue en tant qu'écrivaine. Et c'est quand elle a enfin découvert d'autres écrivains et écrivaines d'autres origines, africaines notamment, ou nigérians, qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait écrire de son point de vue situé, de femme noire, et d'écrire les choses autrement, et de changer les narrations. Donc cette question des narrations, cette question de rapport situé, elle est extrêmement importante. Elle va définir la façon dont nous allons produire des espaces, produire de nouvelles narrations, produire de nouvelles histoires, en sortant du récit unique. Voilà, je vous remercie. Je vais en profiter pour faire juste une petite remarque tout de suite, parce que vous allez voir qu'au début de ma présentation, je parle de la diffusion de modèles à l'échelle internationale, avant de vous parler d'infusion. Infusion, d'ailleurs, c'est l'expression de Chris que j'ai empruntée. Je me suis dit, je vais m'amuser. En fait, je pense que je l'ai souvent entendu dans ta bouche, et du coup, ça m'a inspiré pour faire un peu un parallèle avec le concept de diffusion qui est plus répandu dans la recherche urbaine. Donc concrètement, je ne me suis même pas présentée précisément, je fais une thèse sur la dimension genrée des professions de l'urbanisme que j'essaye de rédiger en ce moment. Et donc, voilà, je travaille sur les dimensions genrées des professions, leur évolution démographique, mais aussi la prise en compte explicite des questions de genre dans les pratiques contemporaines. Et donc, je voulais me demander, dans le cadre de cette réflexion, quels sont les processus qui expliquent l'apparition du genre dans un projet d'urbanisme. Donc, comme je le disais, il y a des influences extérieures qui sont plutôt liées à la diffusion de modèles. Donc, comme on a pu le montrer Julia tout à l'heure, il y a beaucoup de littérature et d'expérimentations étrangères qui sont relativement anciennes, depuis les années 70. Ceci dit, le petit encart que je voulais faire juste avant, c'est l'idée qu'on serait en retard en France. Alors Anne-Marie Châtelet tout à l'heure a fait cette remarque qu'on serait en retard en France sur ces questions-là. J'ai souvent dit la même chose, mais après mes recherches de thèse, je ne le dirai plus jamais. Parce qu'à vrai dire, je pense que c'est faux.
de dire qu'on est en retard, c'est plutôt qu'on a une amnésie collective. Non, c'est pas du tout la même chose. Le retard, ça voudrait dire qu'on n'a jamais rien fait avant en France, alors qu'en fait, quand on commence à creuser, à aller voir dans les bibliothèques féministes, la bibliothèque Marguerite Durand par exemple, qui est en travaux en ce moment malheureusement, mais qui est une grosse ressource, il y a aussi une bibliothèque à Angers du féministe très importante. Quand on commence à aller gratter du côté des archives féministes, on se rend compte qu'il y a aussi du travail d'architecture, il y a aussi du travail d'urbanisme qu'on ne trouve pas dans les bibliothèques d'urbanisme et d'architecture en fait. Donc on a juste une amnésie collective récurrente comme ça, on oublie qu'il y a des choses qui ont été faites dans les décennies précédentes. Donc, quand même, encore aujourd'hui, on dit des choses qui ont déjà été dites dans les années 70 et on réinvente un peu l'eau tiède. Malgré tout, donc à l'échelle internationale, il y a eu beaucoup de projets qui ont existé et c'est notamment lié à des alliances féministes, à des réseaux. Dans un de mes travaux précédents en master, je m'étais amusée à faire un peu un recensement, alors pas à l'échelle européenne, mais plutôt à l'échelle internationale de projets dédiés aux femmes en urbanisme. Et donc j'en avais collecté quasiment une centaine, dont une grande partie est cartographie ici. Et notamment j'avais essayé aussi de comprendre un peu les logiques de diffusion de modèles. Donc il y avait des modèles ségrégatifs qui se développent beaucoup en Asie, par exemple les métros dédiés aux femmes, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et puis d'autres types de modèles qui sont plutôt basés sur la participation, les marchés exploratoires, etc., qui se sont diffusés notamment en Amérique du Nord et du Sud. Mais ce n'est pas vraiment l'objet de mon propos aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que on connaît à peu près les principes de diffusion à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, mais dès qu'il s'agit de comprendre comment ces idées-là s'infusent au sein d'une organisation, on ouvre un peu une boîte noire auquel il n'est pas toujours facile d'accéder. Et donc je m'étais amusée un petit peu, alors ça c'était, cette première réflexion je l'ai développée lors de la biennale de géographie féministe il y a 2 ans, et là je l'ai reprise aujourd'hui en l'enrichissant avec tout ce que j'ai pu faire depuis. Et donc je m'étais amusée à filer cette métaphore de l'infusion dans une organisation ou dans un projet d'urbanisme. Et donc j'essaie de savoir si on pouvait rentrer un peu dans toutes les cases. Concrètement, c'est quoi une infusion? Normalement j'ai une définition juste là, je l'ai perdue. C'est... Voilà. Une infusion, c'est l'action de verser dans ou de faire pénétrer, d'un point de vue purement définitionnel, dans un dictionnaire, mais au sens médical, ça consiste dans le trempage dans un liquide d'une substance dont on veut extraire les principes solubles pour en communiquer les vertus. Donc le but c'est de faire un remède à un état problématique. Alors quel serait cet état problématique auquel remédier? Bon, je pense qu'on a fait le constat, c'était l'idée que... qu'est-ce qui se passe? C'était l'idée qu'il y a encore des inégalités dans les usages en urbanisme, dans les espaces urbains plutôt, dans les usages des espaces urbains. Et puis il y a des revendications locales, féministes notamment, qui veulent prendre en charge ces problèmes et faire que on y réponde d'une manière aussi spatiale. Alors ça ne veut pas dire que l'urbanisme et l'architecture vont régler le sexisme, bien sûr, mais la question c'est plutôt de se poser quelle est la part de responsabilité de ces activités dans le sexisme et les inégalités. Donc le but, ce serait de propager des substances actives. Alors je ne sais pas pourquoi tout à l'heure... Ah oui, en fait je sais pourquoi. C'est parce que je voulais d'abord vous parler de Paris. Voilà. J'ai perdu mon fil en fait, c'est n'importe quoi. Je voulais d'abord vous parler de Paris, mais c'est pas grave. Je vais dérouler mon fil sur les propagations de substances actives. Donc, quelles seraient les substances actives qui se développent, qui s'infusent dans une organisation? Ce seraient des données, parce que souvent on n'a pas encore assez de données genrées, ventilées par sexe. Donc déjà, produire des données, c'est très 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 important, que ce soit de manière quantitative ou qualitative. On a aussi la diffusion de références. Donc on va avoir des modèles étrangers qui sont étudiés, qui sont référencés, et on va s'en inspirer. On a un vocabulaire au fur et à mesure qui se répand dans une organisation, par exemple le terme de genre, ou celui de féminisme, alors à Paris pas trop, des idées, et puis bien sûr des méthodes de travail. Alors après, on a
la question d'un milieu plus ou moins homogène. Je vais y revenir après. Je vais d'abord vous parler de Paris, du coup. Hop, allez, c'est parti. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Julia, il y a eu en 2016 un guide référentiel sur genre et espace public qui a été publié par la mairie de Paris. Et puis ensuite, il y a eu un réaménagement des 7 places, alors plus ou moins parallèlement, puis par la suite. Disons, réaménagement de 7 places, c'était entre 2017 et aujourd'hui. Pour ce qui est de la partie visible des projets, bien sûr, parce que tous ces projets-là ont une histoire antérieure à l'intérieur de l'organisation. Donc si je reprends de manière chronologique, en fait, la réflexion sur le genre liée aux espaces publics et liée à la pratique d'urbanisme a vraiment commencé à être travaillée au sein des services de la mairie de Paris en 2014, lors d'un séminaire interne qui au départ s'appelait Genre et espace public, et puis dont le nom a été modifié par Femmes et espace public, parce qu'à l'époque, ça faisait encore c'était un peu encore compliqué de parler de genre suite à la manif pour tous, etc. Donc, par précaution, la personne qui était responsable de ça a décidé de changer le terme. Ouais. Donc, ça fait partie des micro-stratégies que j'étudie au sein de cette organisation-là. Puis, il y a eu un deuxième événement l'année d'après qui, lui, était plus grand. Il était au pavillon de l'Arsenal et c'était ouvert. Il y a eu une 60aine de personnes qui ont participé. Voilà, c'était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus public. Et en 2016, donc en 2015-2016, la rédaction de ce guide, qui a été publié en octobre 2016, est lancée dans une très grande journée qui était à la Cité de la Mode, avec beaucoup plus de monde, 2 fois plus de monde que l'année précédente. En parallèle, il y a une réflexion sur les 7 places, donc c'est le gros projet d'espace public actuel, j'imagine que vous en avez toutes et tous entendu parler, qui était donc le grand projet d'espace public pour la mandature d'Anne Hidalgo actuelle. Et l'objectif, c'était de rendre plus accessible, notamment aux piétons et aux piétonnes, 7 grandes places qui sont Panthéon, Madeleine, Place d'Italie, Place de la Nation, Bastille, Gambetta et Place des Fêtes. Exactement. Et donc il y a eu toute une réflexion en interne, notamment organisée lors de séminaires par l'Atelier parisien d'urbanisme, qui est l'agence d'urbanisme. Alors tous les micros nous lâchent. Merci. Qui est l'agence, donc l'APUR, qui est l'agence d'urbanisme de la ville de Paris, et qui a créé une boîte à outils qui a invité dans les séminaires des experts et des expertes. Et en fait, Jean Réville et un autre cabinet spécialisé dans les marchés exploratoires qui est Maturescence, qui aujourd'hui s'appelle À Place Égale, vous avez été un peu introduite en force dans ce séminaire pour parler du genre, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout une question au départ, et c'est avec la personne du service d'égalité et l'élu Hélène Bidard que vous avez réussi à vous imposer, en fait, concrètement, au chausse-pied, voilà, dans ces séminaires. Et donc, vous avez ensuite été reconnue comme experte, intégrée au club d'experts et d'expertes qui donnaient leur avis sur qu'est-ce qu'il fallait faire sur ces places-là. Et donc, vos témoignages ont fait partie des boîtes à outils et des documents qui ont été produits ensuite. Mais donc ça, encore, on voit qu'il y a eu des négociations un peu compliquées et que ça s'est fait au dernier moment. Suite à ces travaux-là, il y a eu un appel d'offres qui a été mis en place, qui a été lancé pour le réaménagement de ces 7 places. Le but, c'était de choisir 4 collectifs qui allaient chacun avoir un lot. Donc, il y avait 3 lots de 2 places et Bastille qui était toute seule. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a en partie écrit ces appels d'offres avait mis... Dans l'appel d'offres, il y avait la demande que chaque équipe de maîtrise d'œuvre intègre un ou une experte de genre pour faire des diagnostics sensibles sur l'aménagement des places et que ça soit inscrit ensuite dans le travail. Il fallait vraiment que ce soit transversal, il y avait tout un aspect participatif et sensible qui devait vraiment être présent. Cette idée-là, elle est apparue parce qu'au sein de la mission PAVEX, donc qui est la mission qui s'occupe du réaménagement des espaces publics, il y a une personne qui est assez sensible à ces questions de genre, qui savait très bien qu'il y avait un travail qui se faisait depuis plusieurs années grâce au service égalité de la mairie de Paris, mais qui n'avait pas du tout prévenu la personne en charge, encore une fois,
ce service, et, enfin pas en charge du service, mais en charge de l'espace public et qui travaille sur le guide référentiel, il n'avait pas du tout prévenu que Merci. Il n'avait pas du tout prévenu cette personne, qui travaille donc depuis 3 ans en interne auprès des services d'urbanisme, qu'il avait mis ça dans l'appel d'offres. Concrètement, cette personne a découvert, quand moi je lui ai demandé si elle avait vu le projet et si ça l'embêtait que je participe, parce que je ne voulais pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, sachant que je travaillais déjà avec elle depuis un moment. Donc c'est grâce à une chercheuse extérieure à la mairie de Paris que le service égalité de la mairie de Paris s'est rendu compte que en fait, le service d'urbanisme et la mission PAVEX avaient mis ça dans un appel d'offres. Bon, après, la mairie de Paris, c'est quand même une grosse machine où la communication transversale ne fait pas partie de la culture de base. Voilà, ça c'est la mairie de Paris. Le jeu d'acteurs et d'actrices à Paris, ouais. Alors, j'ai pas fait tout seul, j'ai fait avec Morgane Delarc, qui est docteur aujourd'hui. Elle a soutenu sa thèse, qui s'est amusée à suivre le projet des 7 places en interne, justement, pour sa thèse. Et donc, on s'était amusé à faire toutes les deux un petit... je sais pas comment on peut décrire ça, un blob de la mairie de Paris. Et donc, le but, c'était un peu de comprendre comment les informations circulaient ou ne circulaient pas au sein de la mairie. Et donc, si on regarde les acteurs et actrices qui sont vraiment impliqués sur les questions de genre au sein de la mairie, dans la mairie centrale, on a donc la mission PAVEX qui est ici au sein du secrétariat général. Dans les élus et conseillères, on a Hélène Bidard qui est ici, chargée de l'égalité hommes-femmes notamment, la lutte contre les discriminations. Et puis dans les services, vous allez avoir... Ah non, service égalité, en fait, il fait aussi partie du secrétariat général. Donc en fait, mission PAVEX, service égalité, ne communiquait pas beaucoup à l'époque. Et ça, mais ça a changé, mais à l'époque, oui. Ça faisait partie encore. Hein. Ouais. Bon, ça change tout le temps en plus, ouais, en 2015, je pense. Et ensuite, on avait direction de l'urbanisme qui fait partie des services techniques en fait. À ça, on avait par exemple des experts qui étaient extérieurs. Alors là, vous voyez, ça recoupe, j'essaye un peu d'intégrer, mais c'est compliqué. Bon, je ne vais pas m'amuser à tout détailler. Mais en gros, on a ensuite eu, donc, dans les collectifs de maîtrise d'œuvre sur les 7 places, 4 collectifs, collectif Bastille, collectif Didot, Coloco. Et puis, on a eu les monumentales, dont Jean Réville faisait partie. Et donc là, vous recoupiez beaucoup de cercles. Alors, j'avais essayé de vous faire rentrer dans association féministe. Donc, vous êtes ici, en fait. Voilà. Les monumentales sont là. Ouais, c'est... Visuellement, en fait, c'est tellement compliqué à décrire tout cet ensemble d'acteurs, jeux d'acteurs et d'actrices, que j'ai essayé de trouver une manière visuelle de le synthétiser. C'est pas forcément très bien réussi pour l'instant. Et donc vous étiez en collaboration en particulier avec le collectif ETC que les architectes doivent connaître, Emma Blanc Paysage, et vous avez donc remporté Panthéon et Madeleine. Donc j'ai pu suivre ce travail et aussi merci de m'avoir laissé me suivre pendant un petit moment. J'ai pu voir aussi un peu l'infusion plutôt, encore une fois, au sein du collectif de ces problématiques de genre, mais vous y avez fait référence tout à l'heure, donc je ne vais peut-être pas revenir en détail là-dessus pour laisser un peu de temps à la discussion. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est un ensemble complexe d'acteurs et d'actrices et essayer de chronologiquement et même individuellement ou d'un point de vue organisationnel comprendre comment ça s'infuse le concept avec les jeux d'acteurs et tout, c'est pas une mince affaire. Bon, en tout cas, on a vu qu'il y avait un état problématique auquel remédier, des substances qui se propageaient. Et alors la question de la suite, c'est est-ce que la mairie de Paris, c'est un milieu homogène? Parce que normalement, quand on fait une infusion, c'est dans de l'eau, et donc l'eau, c'est homogène. Donc ça s'infuse de manière égale un peu partout. Est-ce qu'on peut considérer que le milieu de l'urbanisme, c'est homogène? Alors bon, la réponse tout de suite, c'est non. Hein. Le milieu de l'urbanisme, c'est pas homogène. De manière générale, parce qu'on a plein de gens qui font des formations différentes, que ce soit l'architecture, l'urbanisme, l'ingénierie, et puis en plus aujourd'hui on a une diversification des personnes qui font l'urbanisme, ça peut être des artistes, bien sûr les juristes, ça fait longtemps qu'ils en font partie. Donc de toute façon c'est pas un milieu homogène, ça c'est sûr, il n'y a pas une culture professionnelle de l'urbanisme,
Par contre, on peut trouver des sous-ensembles, et je pense qu'au sein de la mairie de Paris, notamment dans les services techniques, on peut dire qu'il y a une sous-culture professionnelle de l'urbanisme. Ou alors, ouais, c'est aussi pour ça que je suis rentrée autour de projets. Autour d'un projet, on peut se dire qu'il y a des ensembles qui vont avoir une culture commune si on leur donne des objectifs clairs et des outils en commun depuis le début. Donc je me suis intéressée vraiment à cette échelle-là, voilà, donc plutôt au sein des services techniques et surtout autour d'un projet, en l'occurrence le projet des 7 places. Ce qui est intéressant, c'est que à la fois c'est pas homogène le milieu de l'urbanisme, et en même temps, je pense que l'apparition du genre s'explique par certains phénomènes. La féminisation des milieux professionnels de l'urbanisme, de l'architecture, à la fois ça fait qu'il y a une hétérogénéisation des profils démographiques au sein de la profession, parce qu'avant c'était surtout des hommes d'une certaine catégorie sociale, donc ça devient plus hétérogène, mais en même temps, vu qu'il y a aussi des orientations en spécialité qui sont très genrées, c'est encore très stéréotypé, on va avoir certains domaines qui sont de plus en plus féminins, et donc on va avoir peut-être des cultures qui vont s'homogénéiser sur ce point de vue. Car une de mes hypothèses, c'est que quand on a une masse critique de femmes ou de personnes féministes, je pense qu'un homme peut totalement s'intéresser à ces questions, il n'y a aucun problème. Donc, masse critique de femmes ou de personnes féministes et ou de personnes féministes, c'est nécessaire mais non suffisant à ce que la question du genre apparaisse. Il faut ensuite que ces personnes-là soient dans des postes à responsabilité et qu'elles se créent un réseau interne, un peu des alliances. Donc, c'est ce que j'essaie de voir. Processus de féminisation des métiers de l'urbain au cours du XXe siècle, ça on a déjà fait référence, notamment avec les architectes. Segments professionnels qui obéissent à des logiques genrées selon la formation de métier. Donc, ce qui était intéressant, c'est que dans les services d'urbanisme de la mairie de Paris, on a en fait beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont à des postes de décision. Pourquoi ? Et c'est pas du tout représentatif du reste des services en Ile-de-France, en France ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il y a eu une politique volontariste de mise en valeur des femmes sous la mandature de Bertrand Delanoë. En fait, il a été le premier à vraiment faire une politique interne pour les femmes, pour qu'elles montrent dans des postes décisionnels. Et ça, aujourd'hui, ça a encore des conséquences, en fait, au sein des services. On peut voir qu'il y a des femmes qui sont dans vraiment des postes décisionnels, notamment dans les services techniques, parce qu'elles ont fait leur carrière. Il y a eu un petit boost volontariste à un moment, la discrimination positive, on peut dire, qui fait qu'aujourd'hui, on a un profil démographique qui est très très particulier à ce milieu-là. Bien que plein de femmes qui sont autour de la soixantaine, qui ont fait leurs études dans des écoles d'ingénieurs dans les années 70, ne vous diront jamais que c'est quelque chose qui les intéresse, l'approche de genre, qu'elles se sentent concernées, parce qu'elles ont aussi un peu un ethos d'ingénieurs neutres, tel qu'elles l'ont appris à l'école en fait, et tel qu'elles ont dû performer tout au long de leur carrière pour faire carrière tout simplement. Bon. Donc voilà, évolution démographique des milieux professionnels, pour moi ça influence quand même les intérêts et les croyances, même si en tant que femme on ne s'intéresse pas au féminisme, on va quand même avoir une expérience sociale de la vie quotidienne qui fait que on a été sociabilisé pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des tâches ménagères et tout, donc il y a quand même plus de chances statistiquement qu'on y pense qu'une personne qui n'a pas été sociabilisée et n'a pas pratiqué ses activités de manière quotidienne. Donc encore une fois, pour moi, j'ai une approche totalement constructiviste et je ne naturalise pas du tout ces rôles, mais on parle bien de rôles construits. Voilà, hétérogénéité des milieux, mais importance stratégique d'individus clés. Donc j'y ai fait référence, la personne du service égalité en charge de l'égalité, ouais, et puis des espaces publics, une personne au PAVEX, et puis tout un tas de militantes qui ont réussi à se positionner à certains moments stratégiques et à se faire entendre. Et il y a eu tout un réseau d'associations auxquelles tu as fait référence à la fin de ton exposé, qui sont apparues aussi après Genréville plus récemment et qui ont fait un peu une espèce de mouvement cohérent dans ce sens. Voilà. Alors, il y a des résistances. Ça, c'est les résistances, bien sûr. Il y a quand même des discriminations structurelles qui restent invisibles. La plupart du temps, les urbanistes, la première chose qu'ils me disent quand moi je fais des entretiens, c'est « Mais on aménage pour tout le monde, nous, on fait pas de discrimination. Voyons,
On a vraiment une croyance dans l'égalité qui est acquise et une ignorance complète des inégalités encore persistantes. Amnésie collective cyclique, à l'inverse d'une idée de retard. Donc je pense qu'en France, on manque à la fois de mémoire et de dialogue en fait, entre les gens qui font des études là-dessus et aussi... Ouais, voilà. Donc je vais vous parler d'outils que j'ai créés pour essayer de remédier un petit peu à ça. Mais d'abord, l'intérêt et la limite de cette analogie. Je trouve que l'infusion, ça parle bien d'une propagation lente de principes nouveaux dans un milieu, alors là par contre qui est hétérogène, mais ça explique vraiment le temps long. Donc tout ce processus, il s'est passé sur 3 ans, il continue aujourd'hui, et on voit des effets en cascade parfois un peu inattendus. Mémo, tout à l'heure, qu'on va voir en fin de journée, qui est une association pour Mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre, concrètement a été lancée en particulier par Anne Labreuil, qui a répondu à l'appel d'offres des 7 places pour Bastille, et donc elle m'avait demandé de faire partie de cette équipe. On a perdu l'appel d'offres, mais c'est à partir de ce moment-là où elle a vu dans l'appel d'offres qu'il fallait parler du genre, qu'elle s'est posé des questions, et en fait elle a par la suite monté une association de lutte contre les discriminations au sein de l'architecture, alors que ce n'était pas quelque chose qu'elle avait travaillé explicitement auparavant. Donc pour moi, ça fait partie un peu des heureuses conséquences inattendues aussi du fait qu'une grande collectivité mette ça dans un appel d'offres. Mais évidemment, il n'y a rien d'automatique. C'est pas comme dans une infusion médicale, une infusion chimique. On n'a pas une propagation automatique des principes, donc aucun comportement n'est prédéfini. Il faut que les agents concernés, il y a une agentivité de chaque acteur et actrice qui doit être très stratégique, qui s'adapte en fonction des publics auxquels il ou elle parle. J'ai pas pu parler en détail des stratégies de vocabulaire, mais voilà, beaucoup de choses. Je vous enverrai ma thèse quand j'aurai écrite, comme ça vous aurez tous les détails. Des références, on s'en fiche. Et merci beaucoup pour votre attention. Je veux juste finir sur le fait que moi, j'ai aussi passé une grande partie de mon travail de thèse à essayer de rendre visibles les ressources qui existent aujourd'hui et depuis les années 70 sur le genre et l'urbanisme. Donc j'ai créé plusieurs outils, une liste de diffusion qui s'appelle UrbaGenre, qui fait vraiment de la publicité sur toutes les publications, les conférences sur cette thématique, des bibliographies en ligne où j'ai littéralement des centaines, voire des milliers de références depuis longtemps, années 70-60, sur l'urbanisme, l'architecture, le genre, etc. Donc il y a beaucoup de ressources qui existent. Et puis avec Julia et 2 autres camarades, on a créé un groupe de jeunes chercheurs qui s'appelle Genre Espace pour les jeunes chercheurs. Donc si vous travaillez en master, en thèse sur ces questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Et avant, je vais m'octroyer la parole, parce que vous avez je vais bien clair. Simplement pour préciser aussi, pour rebondir sur cette histoire de la mémoire, de signer un exemple récent. Aurore Evin, qui a travaillé sur le mot qui fait partie de ce vocabulaire que les féministes essaient de réactiver, d'activer toujours. Elle a fait un travail de recherche pendant plusieurs années sur l'histoire de ce mot, un mot ancien. Et au bout de plusieurs années de travail, elle est tombée sur un BNF, sur un travail qui avait été fait 30 ans auparavant. qui reprenait exactement tout le travail qu'elle venait de faire, simplement ce travail-là était un mémoire qui n'avait jamais été publié et qui était très mal indexé à la BNF. Vous voyez que cette histoire d'amnésie, c'est quelque chose de très fort dans justement l'histoire des femmes et l'histoire des mots des femmes aussi. Alors je vous laisse la parole et peut-être que sinon il y a des réactions aussi parmi les intervenants. Stéphanie Ladroux, donc j'interviendrai l'après-midi. Je voulais dire que je suis complètement d'accord avec cette idée qu'en France, au fait, il n'y a pas nécessairement le retard dont on entend toujours parler, souvent même en comparaison avec les États-Unis et les écrits américains. Alors, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, Julia le sait parce que c'était mon intervention à la journée d'études qu'ils avaient organisée. Par contre, au-delà d'une amnésie, je pense que c'est un système politique français qui participe de cette invisibilisation. Et donc, ce n'est pas juste une amnésie parce qu'on a oublié soudainement tout ce qui a été fait, mais c'est vraiment
c'est vraiment un pouvoir, Organisé, une prise de pouvoir de la part d'un système politique. Et juste, je le dis juste comme ça parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'on a juste oublié, mais que c'est un travail, une fabrication de l'oubli qui s'opère à travers le système politique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et j'avais une autre question à poser à tout le monde, parce que vous semblez assez d'accord sur ce point-là. Vous parlez beaucoup, et je ne sais plus, c'est une des deux personnes de Ville et Genre qui a parlé de Massé en parlant d'un autre monde. Donc il y a cette idée de l'autre, de quelque chose qui est dans l'altérité, dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et parallèlement, vous parlez de hors cadre et de dénormé. Donc ce sont des mots qu'on entend beaucoup plus dans les écoles d'archi. Hein. Il y a beaucoup d'enseignements depuis les 10 dernières années sur dénormé. Ça vient des années 60 et 70, bien sûr. Et pour moi, c'est encore une fois pas tout à fait la même chose. Ce qui est intéressant dans cette dimension dans cette dimension de l'altérité, c'est quelque chose qui serait d'une certaine manière non situé ou situé quelque part qu'on ne connaît pas, alors que le hors cadre et le dénormé se situent par rapport au cadre et à la norme. Et donc, il réitère d'une certaine manière ce système dominant, alors qu'on cherche justement à dire qu'on se situe quelque part d'autre. Donc, encore une fois, et j'en parle parce que je pense que c'est un lieu de débat, en tout cas j'espère aujourd'hui, pour voir de quelle manière est-ce qu'on peut créer cette altérité plutôt que d'être encore dans un positionnement du dénormé ou du hors cadre, donc de se situer vis-à-vis du système patriarcal au lieu de penser au-delà de... Alors sur cette dernière, si ça marche. Merci, ces questions sont très intéressantes. Alors, il y a aussi l'idée qu'on intervient dans un temps très court, et donc ça fait un précipité qui parfois peut effectivement fait fusionner pour le coup les concepts et peut même les faire entrer en collision. Je crois que je donnerai la parole à Pascal sur le début de notre conversation, mais c'est pour ça que je citais Wittig tout à l'heure et de la nécessité de s'extraire, parce que c'est vrai que à l'intérieur même du système, ou si on fait face au système, on est dans quelque chose d'extrêmement difficile et on a l'impression d'être comme des saumons qui remontent à contre-courant et qui arrivent épuisés et qui meurent en fin de compte parce qu'ils ont eu tout ce parcours difficile. Donc la question c'est vraiment, et je crois que Julia l'a bien dit tout à l'heure, il y a cette notion peut-être d'utopie, de nécessité de revenir autour de ces termes-là. En tout cas, c'est la recherche que nous menons. Mais il y a aussi une schizophrénie. Et ça, Geneviève Fraisse l'explique très bien, c'est qu'on a une schizophrénie qui est liée au fait qu'à la fois, il faut qu'on puisse valoriser la question, il faut pouvoir revaloriser la place des femmes. En faisant ça, on est totalement à l'intérieur de la norme. Et à la fois, il faut déconstruire. Donc, et cette schizophrénie, on la manipule en permanence. C'est-à-dire qu'on va d'un des concepts à l'autre et qu'on est dans cette sorte de tension et que finalement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire l'un sans l'autre, en tout cas dans l'état actuel des choses, au risque de faire disparaître, encore une fois, toute une partie de la population. Donc, c'est compliqué et ça montre encore une fois que c'est par la complexité qu'on va résoudre les choses et certainement pas, en tout cas, par les simplifications qu'on cherche à les nourrir. Et on voit bien d'ailleurs que politiquement aujourd'hui, on est bien au niveau mondial, on retourne vers la simplification qui interdit cette notion du chaos qui a été aussi citée et qui est le chaos qui est cher à Hannah Arendt et qui disait qu'il est source de créativité. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais je m'excuse sur la début. Non, sur la première partie, la première question, c'est effectivement très intéressant parce qu'effectivement ça ouvre ce débat sur la notion tout est politique et le privé est politique. Donc effectivement, ce qui est intéressant, et là je reprendrai un petit mot que j'avais cité de Bellow qui dit au lieu de chercher la différence et l'altérité éternelle, il faut essayer de mieux comprendre la formation de la différence et de trouver les moyens de concilier ces divisions et sa violence. Donc on est effectivement dans cette recherche-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans une analyse théorique, on essaye de mettre en place, comme l'a aussi montré Lucille, des outils
pour aller au bout de notre pensée et de visibiliser toute cette histoire. Sur l'histoire du système français qui invisibilise et qui instrumentalise, on va même plus loin que cette notion-là, en fabriquant de l'oubli ou en allant rechercher les femmes quand on n'a pas de solution pour résoudre un problème social, un problème lié à l'espace notamment. Et je renvoie à notamment à tous les travaux de sociologues qui existent là-dessus. Il y en a de nombreux, je vais faire une liste théorique, mais qu'on voit transparaître aussi dans l'instrumentalisation à travers les marches exploratoires, où on demande, en prenant un support qui existait, qui a été construit au Canada dans un cadre bien particulier, pour être des outils qui devaient être utilisés dans des cas bien particuliers, le soir, dans des quartiers de nuit, de bars et de festifs, et on les transpose et on les impose depuis l'État pour les faire descendre dans des territoires tests qui sont assez nombreux, et on en fait quelque chose qui va alimenter le côté sécuritaire qu'on est en train de prendre depuis un certain nombre d'années. Et pour faire jouer ce jeu-là, eh bien, on prend les femmes. Et on leur dit qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous fait peur, comment on peut changer les choses, et est-ce qu'on peut rajouter des caméras là, puisqu'il faut savoir que dans ces marches exploratoires, notamment de nuit, de jour, sont présents non seulement des femmes qu'on va chercher effectivement autour de centres sociaux pour avoir soi-disant la pluralité des identités et sociales et de couleurs, et voilà, et j'en passe, et qu'il y a aussi des représentants de la préfecture qui sont là, donc à partir de prévention situationnelle, donc à partir de ce moment-là, quelles paroles on libère, quelles paroles on donne, et quel poids on donne à ces paroles. Tout ça étant remis dans des tableaux, et effectivement, après, on va dire à tel et tel service, il va falloir refaire le bitume à tel endroit, refaire ça, nettoyer telle œuvre d'art, parce qu'à force qu'elle soit taguée, ça devient un non-lieu, ça devient... voilà, pour faire le lien. Donc on voit bien, et la réponse elle est là, c'est qu'effectivement on a un État masculin, je vous renvoie au fronton du Panthéon, et c'est aussi tout notre travail sur la place du Panthéon, hein. Comment on va redonner place aux femmes quand on a un bâtiment emblématique de la puissance étatique qui dit aux grands hommes la patrie reconnaissante. Que faire? Comme je ne critique pas un des derniers, une dernière monstration d'Anne Hidalgo quand elle va inaugurer au pied du Père-Lachaise un mur de quelques centaines de mètres où il y a des centaines et des centaines et des milliers de noms d'hommes tués à la guerre de 14. Il n'y a pas un nom de femme. Il n'y a pas une stèle qui existe quelque part et qui remercie et qui honore les femmes qui ont pris en charge le pays, les femmes qui ont fait leur job. Donc il faut se sortir aussi de tout ça. Oui, j'ai une petite question pour Jean-Rémy, Pascal Labalu et Chris Lache, sur la question des références à laquelle vous avez déjà plus ou moins répondu. Mais justement, comme on est toujours en train de parler d'amnésie, de références que l'on oublie, que l'on redécouvre, etc., je voulais savoir pour vous deux quelles étaient les références théoriques et aussi projectuelles qui avaient fait sens, notamment quand vous avez commencé, peut-être même maintenant. Qu'est-ce qui fait référence pour vous? Qu'est-ce qui a été fondateur dans votre pensée et dans le développement de vos pratiques? Moi, c'est Lefebvre, bien sûr, c'est tout ce courant-là sur lequel je suis revenue et que j'avais effectivement lu dans les années, un peu avant les années 80, qui étaient mes années d'études. Donc revenir à ça, et puis je pense que l'actualité aussi, elle est tellement forte, tellement puissante qu'elle renvoie aussi à tous ces écrits. Relire aussi toute la littérature du 19e siècle, mais pas que, mais pas pour faire juste un état du 19e siècle, parce que c'est un mouvement charnière où effectivement on met en place à travers des plantes comme Haussmann ou même dans d'autres villes, ou Cerda ou d'autres, mais on
met en place effectivement l'ordre établi, privé, public, et qu'on fait rentrer les femmes à l'intérieur. Et aussi dans les magasins, bien sûr, j'oublie pas. Bon, c'est plein de choses comme ça, et c'est aussi beaucoup de rencontres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les références, elles ne sont pas que théoriques. C'est effectivement des moments passés avec Eva Kell à Vienne, et à aller sur place et à discuter des difficultés. Et c'est aussi rencontrer Lidwig Stummers, c'est rencontrer des Berlinoises, ou bien les filles de Conseils, ou même des femmes qui sont dans des services et qui, tu l'as dit tout à l'heure, Lucille, qui sont féministes et qui sont seules et qui ont besoin de l'extérieur pour pouvoir dire comment on fait, comment on s'allie pour faire quelque chose. Et des fois, ce sont des tout petits pas. J'ajouterais dans les références quand même qui pour moi ont été essentielles, évidemment Christine Delphi, Viti que j'ai cité tout à l'heure, Angela Davis, qui est vraiment très très intéressante sur la partie intersectionnelle, parce que finalement quand elle nous décrit comment la sortie de l'esclavage aux États-Unis a produit encore plus d'esclavage pour la population noire, c'est très intéressant de dire que finalement cette sortie, c'est assorti d'un contrôle social terrible. Et une fois qu'on a dit ça, de lire Bell Hooks, qui montre à quel point les femmes noires ont été absentes de liberté, soit au profit de l'homme noir au sens large, des hommes noirs, soit au profit des femmes blanches féministes. Donc c'est vraiment très intéressant de relire tout ça. Je crois que le travail qu'on mène toutes à cette table, et je pense beaucoup de nombreux d'entre nous, c'est ce tissage, ce croisement permanent, ce questionnement. Il y a toujours un moment où j'ai l'impression que je suis au bord d'une certitude et cette certitude s'effondre, et c'est tant mieux parce que c'est en permanence une remise en cause de ce qu'on est en train de faire. Et je pense que pour tous les programmes qu'on peut mettre en place, nous, Jean-Rémy, que ce soit des programmes d'études, que ce soit des programmes de mise en place de processus d'urbanisme, la chose qui est la plus importante, c'est de se re-questionner en permanence, de faire de l'évaluation permanente et de se remettre en question. Et c'est là où je reviens à la sortie du cadre, c'est systématiquement se redécaler en se disant mais alors si je suis positionnée ici, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je cite souvent le fait que cette question du rapport situé que j'aime poser, je dis par exemple, moi, en tant que femme blanche lesbienne, j'ai une vision particulière des espaces, de la vie, de mon environnement, qui est totalement différent, ou peut-être similaire, par certains côtés, à une femme noire hétérosexuelle, ou pansexuelle, ou etc. C'est-à-dire, on peut avoir toutes et tous ces choses-là, et donc systématiquement, oser ces décalages, proposer la conversation, et de façon à réalimenter en permanence. Donc ça revient à ce qui a été dit aussi plus tôt, ce que tu as dit aussi, de qui a été ta conclusion d'ailleurs, hein, cette agitation permanente. Et les contradictions, le conflit dans l'espace urbain et dans la conception en tant que professionnel de l'espace attentif aux questions de genre. Et c'est là aussi que par rapport à la première question de Stéphanie sur sortir du cadre en architecture et en urbanisme, il me semble qu'en architecture et en urbanisme, on a formé un cadre assez récemment, il y a 2-3 ans, quelques siècles en plus pour l'architecture, mais un cadre d'urbanisme, ça fait 2 siècles qu'il y a un cadre figé, alors que architecture et urbanisme, ça s'entend? Architecture et urbanisme ont toujours vécu dans le travail quotidien de faire et refaire, de construire et reconstruire, et que après ça a été avec les Lumières, la structuration dans une pensée fixe, l'élément d'état bourgeois, le capitalisme. Le capitalisme qui je trouve qu'on a fixé ce cadre très précis pour l'architecture et l'urbanisme qui est utile pour créer surtout des consommateurs et des consommatrices, effectivement. Et de l'ordre. Il y a une question juste là. Oui. Il y a encore 2 questions. C'est juste, vous
souhaite toutes parler d'un concept qui est celui du gender mainstream. Et j'arrive pas trop bien à voir. J'ai presque tout compris, c'est juste ce concept-là qui est peut-être trop acquis pour vous, et si vous pouvez l'expliquer. Alors, le gender mainstreaming, c'est un concept qu'on retrouve dans qui émane un peu des travaux de la décennie des femmes des Nations Unies. Donc, entre les années 60 et les années 80, 70 et 80, on a eu en une décennie des Nations Unies, vous en avez sur plusieurs choses. Alors, celle sur les femmes, elle s'appelle Décennie des Nations Unies pour la femme, en plus au singulier, égalité, développement et paix. Et donc le gender mainstreaming ressort comme terme pour dire que les femmes et l'égalité entre femmes et hommes devaient être dans tous les domaines, donc dans les sports, dans la santé, dans les droits du travail. Et donc, quand on parle de gender mainstreaming en termes de planification urbaine, on fait référence à ces agendas européens qui reprennent le concept de la société. Je sais pas si oui, c'est ça. On a encore une question là. Bonjour. Moi, c'est plutôt une alerte aussi, donc, en tant qu'architecte praticienne et enseignante à l'école de la Villette. On n'a pas beaucoup parlé des écoles, mais c'est aussi là où ça se passe. Et donc de témoigner de la difficulté, donc j'enseigne en PFE notamment, où j'essaye d'instiller des idées, voilà, mais dans le faire, de poser des idées, donc de choisir un sujet et de le développer, de proposer un programme. Et témoignage de quand même une grande difficulté et une grande solitude vis-à-vis du peu de femmes enseignantes en projet. Et ça serait presque déplacé de pouvoir imposer, enfin je suis là un peu seule, de dire, voilà, à 15 élèves, voilà, les zones de préoccupation sont ça, il faut développer dans le projet cette sensibilisation. Il y a 60% d'étudiantes quand même. Je pense que c'est là que ça se passe. Mais au sein des écoles, c'est quand même une grande question de comment on accède et comment on peut se positionner sans être en fait discriminé. Si on n'est pas titulaire et avec grande casquette, voilà, parce que dans la recherche, ça se pose. Il y a beaucoup de chercheuses, mais voilà, dans le projet, voilà, ça se passe plus tard. Mais dans mon licence master, on va dire que ça ne s'aborde pas. Voilà, et j'essaye, mais je me sens très seule et je suis contente de vous voir, mais je ne sais même pas comment je peux agir. Voilà. C'est tout à fait juste ce que vous dites, et je vais juste être de l'autre côté, puisque j'interviens parfois avec des enseignants qui font appel à moi. Et à chaque fois, c'est arriver dans une classe et c'est en 2 heures expliquer, parce qu'évidemment on ne vient pas faire de la théorie ou juste parler comme ça. Donc c'est expliquer, et je suis souvent sollicitée pour expliquer toute la démarche de Panthéon et Madeleine. Donc des monumentales, comment à partir, effectivement, tout ce qu'a montré Lucille, et comment ça s'enchevêtre. Et en même temps, je me retrouve à croiser une temporalité, des outils, enfin tout un métier, avec des concepts. Parce que sinon, personne ne comprend mon sujet. Donc chaque fois, j'alerte les enseignantes en leur disant, parce que effectivement, ce sont plutôt les femmes qui m'appellent, qui nous appellent, et à chaque fois, je dis, mais on aura besoin de plus de temps. On ne pourrait pas mettre en place quelque chose dans le programme, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'étudiantes, toutes les étudiantes le demandent, et la réponse qu'on m'a faite la semaine dernière, c'est, on a essayé, mais quand on s'est retrouvé, parce qu'on est en plein de manipulation des programmes et à les mettre en place, on a essayé, et la réponse de 98%, 99% des enseignants autour de la table, on veut bien, mais il ne faut pas nous enlever des cours à nous. On ne nous enlève pas des heures de cours. Donc pour faire la place, je ne sais pas comment. Moi je dis pareil, parce que voilà.
transversalisation. Moi, je dis pareil, parce que dans le cours de projet, bon, on fait de la pratique, donc la théorie, ça prendrait, voilà. Mais d'intervenir, je ne sais pas comment, dans les écoles, dans des temps off, mais c'est pas encore gagné. Alors, il y a les semaines, c'est pas du off. Faut pas que ce soit du off. Faut pas que ça ait dans quel temps Cet après-midi, il y a On va des voir les intentions. étudiantes de Fanny Lopez à l'école de Marne qui vont parler d'un intensif d'une semaine sur ces thématiques, justement. Et je crois qu'il y a une autre... Malaquais. Et voilà, Malaquais. Voilà, Stéphanie Dado présentera cet après-midi la revue Malaquais Qui aura des réponses. justement pose cette question justement de la place des questions qu'on pose aujourd'hui dans l'enseignement. Il y a encore une question. En fait, c'est un commentaire, et puis d'abord je vous remercie parce que c'est passionnant de vous entendre. Et puis aussi dans un esprit de peut-être de faire l'analyse de la matinée entière. Et pour revenir sur les questions théoriques, c'est vraiment intéressant parce qu'on se retrouve toujours à négocier entre trois ensembles qui sont les politiques de la différence, les politiques de l'histoire des femmes, ou encore les politiques queer, parce que ça répond à trois nécessités qui sont l'historicisation, pour éviter que ce soit l'oubli ou le rejet, ou le refus, la déconstruction, et l'utopie, la pensée du futur avec des outils. Moi, je pensais en vous écoutant à d'autres outils, par exemple le féminisme marron. On évoque en ce moment, je pense à Touani ou Françoise Vergès et d'autres qui convoquent ces outils, que je trouve vraiment intéressants, je pourrais parler plus tard. Et je repensais aussi à ce terme qu'on utilise beaucoup, de situer, de se situer. Je voulais rappeler que les savoirs situés, c'est Donna Haraway, qui ne situe pas ça dans un corps spécifique, mais par des ensembles mouvants, des ensembles stratégiques aussi, des ensembles humains et non humains. Et si on croise, et ce que j'aime faire, Bell Hooks et Donna Haraway, belle hybridation. voilà. Et là, je crois qu'on a des outils stratégiques, en tout cas, je demande aussi que je vous adresse. Comment est-ce que vous ne pensez pas que finalement on est tout le temps en train de se reconstruire de manière permanente dans nos outils, dans nos lieux d'énonciation, pour justement pour s'adapter à l'hétérogénéité des contextes qu'on a vu depuis ce matin. On est dans le présent. Oui, je vais faire le lien avec l'intervention juste d'avant. C'est ce que j'essaie de décrire, alors bon, pas en détail ici malheureusement, mais c'est que effectivement, moi j'observe des adaptations à chaque interaction presque à l'échelle individuelle. Et puis bon bah voilà, même quand on sait qui va être dans un public, quand on fait une présentation, même en tant que chercheuse féministe, on ne dit pas la même chose, concrètement. Donc ouais, on est tout le temps dans l'adaptation, ça c'est sûr, et en même temps, on ne peut pas se reprocher de prendre des précautions aussi pour pouvoir exister, ne serait-ce que ça, dans un milieu. Donc c'est petit à petit, et c'est là où je pense, les réseaux d'alliances, enfin les alliances internes, explicites ou implicites, deviennent absolument nécessaires pour se renforcer, et voilà, les unes les autres. Notamment, et donc les chercheuses vont aider les personnes dans les administrations publiques et vice-versa, les militantes, voilà, on a vraiment besoin de collaborer, je pense, de manière générale pour partager les outils, les stratégies, etc. Et puis chacune fait comme elle peut aussi. Alors j'ai encore deux questions. Oui, bonjour, Isabelle Prudet, chercheuse à l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Avant de poser ma question, je voudrais juste dire ce que c'est parfaitement ma collègue. Donc c'est qu'actuellement, on a quand même une directrice, une présidente de CA, une responsable de la commission pédagogique et scientifique et une responsable de la commission de la recherche. Donc les nouvelles instances, suite à la réforme de l'école d'architecture, sont 100% dirigées par des femmes de l'école de Paris-la-Villette, et ce qui peut quand même favoriser aussi l'émergence, la formulation de questions bien entendu pertinentes et à discuter globalement sur le territoire français, mais aussi au sein de chaque école où ça se configure de manière différente. Alors ma question précise était pour Lucille Biarotte, donc plutôt par rapport à la question donc, que j'ai du mal à voir dans la forêt des têtes,
Donc, sur la question, donc, le périmètre qu'elle a donné à la notion d'urbanisme, finalement, pour poser ces questions, puisque, pour l'architecture, c'est peut-être un petit peu plus simple, mais on oppose souvent deux hypothèses formulées il y a plus d'une dizaine d'années, l'une par Olivier Chadoin, l'autre par Annalie Lapère, qui sont opposées, l'un qui stipule qu'il y a une diversification, que les femmes, on va dire, profitent ou sont motrices dans la diversification des activités de l'architecture, et alors que les hommes, au contraire, sont plutôt centrés sur des pratiques dites canoniques, de maîtrise d'œuvre en agence avec gestion d'agence. Et de l'autre côté, donc Nathalie Lapère qui parle d'un processus en cours d'homogénéisation des pratiques et des manières d'exercer, suite évidemment au mouvement de ce processus de féminisation des études. Voilà, je voulais savoir si, donc dans le domaine de l'urbanisme, tu t'étais posé ce type de questions, qu'est-ce que tu as pu observer, et alors qu'est-ce que tu inscrit dans ton périmètre des métiers de l'urbanisme, qui sont encore plus divers que du côté de l'architecture. Ouais, merci beaucoup pour cette question. Ouais, en fait, je vois pas en quoi c'est opposé, ça pourrait très bien être deux phénomènes qui sont en même temps, quoi. Ouais. Mais alors du coup, oui, je me suis posé cette question pour l'urbanisme sur deux points. Le premier, c'est comment je définis les gens que j'étudie, parce que les urbanistes ne sont pas une profession protégée comme les architectes. Donc, j'avais beaucoup de difficultés à trouver des chiffres sur l'évolution démographique des professions, ce qui m'a fait faire tout un travail d'archives sur les formations d'urbanisme, pour essayer d'avoir un peu des chiffres quand même, au moins sur les personnes qui avaient fait des formations à l'université depuis un siècle. Donc ça, j'ai produit des chiffres, mais disons que c'est une réponse possible, je pense, et sachant que ces données-là, je dois juste les mettre en parallèle avec celles d'architecture, celles d'ingénierie, parce qu'on a toujours des gens de toutes ces formations de départ qui vont ensuite exercer dans le domaine. Et la deuxième remise en question par rapport, deuxième approche possible, alors, en fait j'ai trois approches possibles. Deuxième approche possible, c'est de regarder l'urbanisme par qui le fait, plutôt que par qui se dit urbaniste. Et donc ça m'a amené à prendre en compte des travaux d'une association qui s'appelle l'Union féminine civique et sociale, qui n'était pas spécialement féministe au départ, dans les années 60, qui a produit beaucoup de documentation urbanistique, parce qu'elle faisait du lobby, notamment pour les logements sociaux auprès des collectivités. Donc pour moi, ces personnes-là, elles ont fait de l'urbanisme, même si c'était des femmes qui faisaient partie d'associations, qui n'ont jamais eu de diplôme d'urbanisme, qui n'ont jamais exercé en tant que professionnelles. Et donc pour moi, avoir une approche genrée de l'histoire de l'urbanisme, une relecture genrée, ça permet de remettre en question quels sont les contours de la pratique. Donc pour moi, c'est vraiment un des résultats de ma thèse. Et la troisième façon que j'ai de délimiter le périmètre de l'urbanisme, c'est pour les projets contemporains, c'est justement par le projet. Au lieu de me dire, ok, alors pour les 7 places, je vais aller voir que les services techniques parce que c'est eux qui s'occupent du dur. Ben non, en fait, je me dis qui travaille autour de ce projet. Et du coup, c'est beaucoup plus inclusif comme définition, parce que je regarde qui travaille vraiment autour du projet, et là on a tous les profils possibles. En fait, je ne me limite pas par rapport à une définition prédéterminée professionnelle, mais plutôt à partir de qui fait en fait. Voilà. C'est trois pistes possibles, mais